Vous êtes dans le ciel, au-dessus des nuages, face à un vaisseau militaire dans lequel se trouve Muska, un agent du gouvernement qui a enlevé une petite fille, Chiita. C'est la nuit, et dans un instant, le vaisseau sera attaqué par Dora et son gang de pirates du ciel. Chiita porte à son cou une pierre bleue qui est l'élément clé du film. Grâce à cette pierre, lorsque Chiita va tomber du vaisseau, dans quelques secondes, sa chute jusqu'à la terre se fera au ralenti. Vous êtes sur France Culture, mais aussi à bord du Château dans le ciel de Miyazaki, et la traversée s'avère très mouvementée. Bonjour Alexandre Matisse. Bonjour. Il faut éviter les balles quand on se parle. Il y a de l'action ce matin. Merci d'être revenu nous voir ce matin, donc d'être à ce micro pour cette deuxième émission pour vous sur Miyazaki, dernière pour nous de la série. Le Château dans le ciel, donc c'est le film dont on va parler ce matin. Vous êtes journaliste chez Revues et Corrigés, auteur du livre Un monde parfait selon Ghibli, aux éditions Playlist Society. Alors vous êtes venu en vaisseau, en avion ou en dirigeable ? En métro. Ça fait moins rêver, mais c'est pour ça que je préfère regarder les films de Miyazaki. Moi, j'ai l'impression de venir en vaisseau volant. Il n'y a pas de métro, je crois, dans les films de Miyazaki ici. Non, il y a des trains. Oui, c'est ça. Voilà. C'est le maximum de ce qu'il peut faire sur Terre. C'est ça. Mais c'est déjà spectaculaire. Il y en a dans ce film, d'ailleurs. Tout à fait, c'est vrai. Le Château dans le ciel, donc, est un film qui a été réalisé avant Kiki la petite sorcière dont on parlait hier. Et c'est un film qui, jusqu'à présent en tout cas, est celui qui a connu le moins de succès, je crois, parmi tous les films produits par Miyazaki. Oui, parce qu'en fait, le film est le premier réellement produit par le studio Ghibli. Donc Nausicaa est fait, c'est déjà les mêmes équipes, mais le studio n'existe pas en tant que tel. Et au moment où ils fondent le studio, c'est pour faire le Château dans le ciel. Et donc le succès n'est pas encore complètement au rendez-vous, effectivement, alors que Miyazaki aime beaucoup le film, mais voilà, le succès va venir petit à petit avec Totoro, avec ses passages télé, et évidemment Kiki dont on a parlé. Donc c'est pas forcément le film le plus connu à l'époque, mais il faut aussi se dire que le film ne sort qu'au Japon, que le succès international va aussi lui permettre d'avoir une deuxième vie. En France, il sort au début des années 2000. Après les succès de Mononoke et de Chihiro. Donc voilà, aujourd'hui c'est un film qui est connu, reconnu et qui a un vrai succès, mais c'est sûr qu'à l'époque c'est pas le plus connu. Connaît-on les sources d'inspiration de Miyazaki pour ce film ? Hier, nous avons appris qu'il existait un roman, Kiki la petite sorcière, que Miyazaki avait adapté à l'écran et dont ensuite la romancière avait décidé de proposer une suite après le succès du film. Qu'en est-il pour le Château dans le ciel ? Là, il y a une référence qui est évidente et qu'on voit des images de cette île qui vole. C'est évidemment Swift. Et les voyages de Gulliver, effectivement. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand on lit le roman de Swift, on a quasiment la même apparition que le château. Alors, il y a quelques petites différences, mais ce que je veux dire, c'est que esthétiquement, le château fait par Miyazaki, le château dans le ciel fait par Miyazaki ressemble beaucoup à celui de Swift. C'est-à-dire qu'il a à peu près la même forme. Mm-hmm. Les seules vraies différences, on va dire, c'est que quand il apparaît à Gulliver, dans les voyages de Gulliver, cette île flottante, elle semble cacher le soleil, elle a l'air d'écraser les gens, elle est un peu menaçante. Alors que chez Miyazaki, elle est cachée derrière les nuages, elle semble inaccessible, elle est très lointaine. Par contre, il faudrait peut-être un petit peu la décrire du coup. C'est une sorte d'île circulaire très grande, de plusieurs kilomètres de large, au-dessus duquel il y a une sorte de forteresse et un immense arbre central qui est donc très vert. Voilà, c'est très foisonnant. Et en dessous, il y a un dôme beaucoup plus moderne qui semble soutenir cette île-là. Et en fait, on va apprendre que c'est ça qui lui permet de voler. C'est les matériaux qui à l'intérieur qui lui permettent de voler. Et à l'intérieur, en fait, il y a les racines de l'arbre qui sont prises dedans. Et donc, cette île flotte. Elle ressemble vraiment beaucoup à celle que décrivait Gulliver. Et la lecture est quasiment littérale. Voilà. Et chez Miyazaki, du coup, dans le film, cette île, elle se cache derrière des nuages. Donc, au début, on en a juste une occurrence, voilà, par une image très rapide. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est cachée derrière des nuages. Et ces nuages, on apprend au bout d'un moment que les vents sont contraires et qu'on ne peut pas y accéder. Parce qu'en fait, à chaque fois que un vaisseau ou un être vivant s'en approchait, hop,
le vent le chassait au loin. Voilà, comme souvent, voire comme toujours chez Miyazaki, le vent est extrêmement important, et le ciel également, puisqu'on va passer plus des 3/4 du film en l'air, en fait, dans le ciel, dans ce film. Mais on va retrouver Shihita qui est tombé du vaisseau, je l'ai dit en début d'émission. Sa chute au ralenti, donc sauvée par cette pierre, va la conduire tout droit dans les bras d'un petit garçon qui est en train de travailler très tard. Là aussi, on retrouve un thème cher à Miyazaki. Le travail, y compris le travail chez les enfants. Retrouve donc Shihita et sa descente du ciel. Pazou, encore en train de perdre ton temps? Alors ça vient ce dîner? Patron! Une fille! Elle est tombée du ciel! Dans le ciel, c'est pas croyable! Il y a une fille C'est pas vrai, fils de machine! mais je l'ai vue, je vous jure, il y a une fille qui... Va fermer la deuxième vanne! Dépêche-toi! Je suis coincé ici, débrouille-toi tout seul. Et fais vite, ils attendent en bas! Oui! Tenez! Garde ton calme et tu y arriveras! Bien! Freine, bon sang! Et alors? Du temps perdu, pas un gramme de cuivre ou d'argent. On laisse tomber cette veine. Alors on va repartir à zéro? Allez, rentrez chez vous. Tu peux éteindre la chaudière, c'est fini pour aujourd'hui. Si ça continue, on va fermer boutique. Alors bien sûr, tout repose sur l'image, mais aussi sur le son. Vous pouvez l'entendre, le travail exceptionnel fait sur le son. On est au milieu des chaudières et des tuyaux quand on entend cet extrait. Et quand on est sur Terre, on est en fait quasiment sous terre, puisque nous sommes au cœur d'une mine. Il s'agit d'excaver des matériaux, des minéraux. Et alors l'équipe du film est allée au Pays de Galles visiter des minerais pour essayer de reproduire l'image la plus réaliste possible, Alexandre Matisse. Oui, on est dans cette démarche de Miyazaki d'aller chercher aussi en Occident des images fortes. On en avait parlé pour Kiki où il était allé en Suède notamment. Ici effectivement c'est au Pays de Galles et c'est une approche plus générale de Miyazaki d'essayer de recréer, on va dire, la vraie vie. Alors c'est toujours un petit peu rigolo de dire ça pour de l'animation, mais c'est vrai. Quand même, ce film est très cartoon d'ailleurs. C'est l'un de ses films les plus cartoon dans l'esprit. Il y a cette importance d'aller chercher quelque chose d'un peu viscéral, d'un peu réel. Et le contraste de ce film en plus, on l'a bien entendu avec cet extrait, c'est que c'est un film qui se passe dans le ciel, mais c'est un film extrêmement important au niveau de la Terre, et les deux se croisent. On a donc Shihita qui descend du ciel en même temps que l'enfant travaille aux mines, et plus tard dans le film, c'est l'inverse. Pendant qu'ils sont dans le ciel, dans l'île, en fait, ils sont quand même sous terre dans l'île. Je sais pas si c'est clair dit comme ça, mais c'est-à-dire qu'il y a des souterrains sur l'île, et ils sont vraiment sous terre. Donc, les éléments se mélangent, et donc, voilà, c'est vraiment le croisement du ciel et de la terre dans ce film. Avec cette rencontre du jeune homme Pazu qui va recueillir littéralement le corps de Shihita en train de tomber. Et vous l'avez entendu, ça correspond à une sorte de mimique, de cri qu'il pousse au moment où il accueille son corps. Il fait comme ça parce qu'il a ses bras qui ploient sous le poids du corps de Shihita et il essaye, avec un rictus qui prête à sourire, de soulever le corps. Et finalement, c'est le point de rencontre entre l'aérien et le terrestre. Exactement. Et c'est de là que va démarrer du coup l'histoire et toutes les aventures et mésaventures de ces deux personnages. Puisque donc, il faut le dire, ce film-là est un des rares où il y a vraiment des confrontations avec des méchants. Ce qui n'est pas une thématique très miyazakienne d'habitude. Il n'y a pas de vrais méchants. Même plus tard, dans un film comme Mononoke, Dame Eboshi, qui pourrait être vue comme la méchante, c'est pas vraiment une méchante. Enfin, voilà, c'est toujours un peu ambivalent. Là, pour le coup, il y a vraiment des gentils et des méchants. Et donc, on a nos deux petits héros qui sont adolescents, même assez jeunes, qui vont devoir se confronter à des méchants. Pas tout à fait ceux qu'on croit au début, parce qu'il y a des pirates qui arrivent très vite. On pense c'est eux les méchants, mais pas du tout. Ce sont les militaires qu'on aperçoit plutôt, et le fameux Musca, qui, lui, pour le coup, est un vrai méchant.
Il y avait la volonté de la part de Miyazaki de proposer un dessin animé qui s'adresse aux enfants. C'est ce qu'il disait justement après Nausicaa, qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes, et c'est le cas de tous les dessins animés de Miyazaki, mais ici, il dit explicitement vouloir s'adresser aux enfants, et c'est sans doute pour cela qu'il choisit 2 personnages enfantins. Et alors, la question se pose de savoir comment Miyazaki parvient à faire en sorte que le spectateur s'identifie immédiatement à des enfants qui sont souvent bien plus jeunes que lui, que le spectateur, garçon comme fille. Écoutez, Miyazaki a une réponse. Il dévoile une partie de son secret qui explique pourquoi on s'identifie autant aux personnages de ses films. Si l'on veut comprendre ce qui se joue dans la réalisation d'un film, un seul moyen, être là, en studio, au moment de sa fabrication. Pour qui a l'œil, il suffit d'être là pour saisir l'essentiel. En revanche, pour celui qui ne sait pas voir, toutes les explications resteront superflues. Mais bon, ce qui m'a vraiment énervé, c'est ce qui se dégageait parfois des dessins de mes élèves. Par exemple, je leur ai demandé de dessiner une séquence à partir d'un livre illustré pour enfants. Certains n'ont même pas été capables d'avoir un regard bienveillant à l'égard de leur personnage. Je leur ai dit, si c'est là le genre d'ânerie que vous voulez exprimer, abstenez-vous d'en faire des films. En somme, si vous êtes incapable d'éprouver la moindre empathie avec le personnage que vous dessinez, c'est que vous n'êtes pas fait pour le cinéma. C'était la voix de Miyazaki diffusée sur France Culture en 2006. Si vous êtes incapable d'éprouver de l'empathie pour vos personnages, vous n'êtes pas fait pour le cinéma, dit-il à son équipe. Alexandre Matisse, c'est radical. En même temps, c'est exactement ce qu'il applique dans son propre cinéma, puisque c'est ce que je disais, on s'identifie tellement facilement. Oui, et puis alors donc là, il y a quand même un trait de génie sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire que comment savoir comment on crée de l'empathie à travers le dessin, à travers le mouvement. Là, il y a que des maîtres qui savent le faire, et lui, il sait très bien le faire. Malgré tout, on se rend compte que dans son cinéma, et notamment dans celui-ci, il y a une importance du geste. Les personnages se prennent dans les bras. Il y a une vraie volonté, voilà, de proximité des corps, d'interaction dans le regard. Il y a une vraie bienveillance qui se sent même dans l'animation. Donc ça passe quand même par quelque chose de très concret. Après, il y a quand même une dimension qui ne s'explique pas, moi, je trouve. Vous croyez? Vous dites c'est le génie de Miyazaki, ça s'explique pas. Ça s'explique sur certains éléments de mise en scène, mais pourquoi il y arrive plus que d'autres? Parce qu'il y en a quand même d'autres, des très bons dessinateurs, de très bons animateurs, des gens qui font des très bons films d'animation. Pourquoi lui, il y arrive plus que les autres? Ça peut pas tenir que aux thématiques, que l'intelligence, du propos. On parle en plus de films faits pour les enfants aussi. Pourquoi il s'identifie plus? On a clairement envie de pleurer devant plusieurs de leurs films. Et on a envie de prendre tous ces personnages dans les bras, c'est vrai? Oui, clairement. Et donc le film, je sais, était d'abord centré sur Pazu, le petit garçon. Les titres de travail du film ont souvent été centrés sur Pazu, qui est un personnage extrêmement attendrissant. Mais Chihita, qui est cette jeune fille perdue, qui tombe, qui a l'air d'être pourchassée par tout le monde. On ne sait rien de sa vie à ce moment-là. On va un petit peu apprendre. Et on a déjà de l'empathie et de la vraie sympathie pour elle. On a envie de la suivre, quoi, et de la protéger. Oui, c'est ça. Alors que son visage est, comme tous les personnages de Miyazaki, extrêmement simple. Au fond, c'est pas une manière de dessiner particulière. Ça doit être dans la silhouette, dans le mouvement. Et dans la silhouette, dans le mouvement, effectivement. Et par exemple, je pense aux personnages des pirates, qui, du coup, je vous le disais, paraissent un peu méchants au début. Et c'est clairement par empathie pour les 2 personnages principaux qu'ils deviennent des gentils, finalement. Parce que ça reste des pirates jusqu'au bout, mais ils sont devenus sympathiques. Et du coup, effet de reflet, ou je sais pas comment dire, c'est que nous aussi on a de la sympathie pour ces pirates qui au début nous faisaient un peu peur quand même. Oui, mais parce qu'on les voit à table, comme souvent là aussi dans les films Miyazaki, en train de déguster, et il y a leur maman finalement qui leur parle sur un ton maternel en tout cas, et donc on a aussi envie de les prendre dans nos bras. Oui, puis on comprend leur intelligence, on comprend leur motivation, on voit bien qu'ils veulent pas faire de mal réellement, donc forcément ils deviennent beaucoup plus sympathiques. Il est temps de découvrir La Piutà, l'île, cette île flottante. Alors, il ne s'agit pas du dessert de l'île flottante, on peut dire île volante, mais c'est une île qui flotte dans le ciel aussi. Et on la découvre, le spectateur la découvre avec Chihita lorsque, recueillie chez Pazu, elle va remarquer une photographie du royaume légendaire de La Piutà. C'est un cliché qui a été pris par le père de Pazu, qui pensait que l'île abritait un trésor. Qu'en est-il? La Piutà. C'est une photo que mon père a prise à bord d'un dirigeable. C'est une île qui flotte dans le ciel. Une île qui flotte dans le ciel? Oui. Avant, on pensait que c'était qu'une légende. Mais mon père, lui, il l'a vu.
vraiment vue et il l'a prise en photo. Regarde, dans les voyages de Gulliver, Swift a décrit un pays imaginaire, une île volante qui s'appelle Laputa. C'est mon père qui a fait ce dessin. Il disait que dans ce palais abandonné, dormaient des trésors inimaginables. Seulement, personne ne l'a jamais cru. Et ça lui a fait tellement de peine qu'il en est mort. Mais moi, je sais bien que mon père était pas un menteur. Je vais me fabriquer un véritable avion et je prouverai à tout le monde que Laputa existe. Le ciel était parfaitement clair et le soleil si chaud que je fus obligé de détourner le visage lorsque tout à coup, il fut obscurci. Mais d'une manière, me sembla-t-il, tout à fait différente de la simple interposition d'un nuage. Je me retournai et aperçus entre le soleil et moi un vaste corps opaque qui se dirigeait vers l'île. Il semblait se trouver à 2000 d'altitude. Je me tenais debout sur une hauteur à 200 pas du rivage, et je vis le vaste corps qui descendait presque à mon niveau, à moins d'1 000 anglais de distance. Le lecteur aura peine à concevoir ma stupéfaction à contempler une île dans les airs, habitée par des hommes capables, à ce qu'il semblait, de la faire monter, descendre, avancer progressivement à volonté. L'île volante ou flottante est exactement circulaire. Le fond est constitué par une plaque de diamants régulière et unie qui s'élève à une hauteur d'environ 200 demi-toises. Mais la plus grande curiosité est une pierre d'aimant d'une grosseur prodigieuse, maintenue sur un axe de diamant très résistant sur lequel elle tourne. C'est à l'aide de cet aimant qu'on fait monter et descendre l'île et qu'on la déplace à volonté. Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift 1721, ici lu par Michel Bouquet, sur la musique du Château dans le ciel, la musique reconnaissable entre tous, d'Isaichi, c'est ça, le compositeur des films de Miyazaki, Alexandre Matisse. Alors, avant de commenter l'île et la comparaison entre l'île de Gulliver et l'île de Miyazaki, vous aurez remarqué dans l'extrait, finalement, il y a un enjeu qui est très clair, c'est de donner raison au père. Pazu dit, mon père savait que l'île existait, mais personne ne l'a cru, il en est mort, on peut mourir de peine, de chagrin chez Miyazaki, et donc lui va montrer finalement qu'il avait raison. Ça, c'est quand même un enjeu de réalisme, de réalité au sein du film, c'est pas uniquement une aventure comme ça. Oui, et du coup, on a tout de suite envie de le suivre, on a tout de suite envie de partir à l'aventure avec lui, et du coup, Miyazaki, donc là, on est obligé de parler un peu de grammaire cinématographique, mais... avec plaisir. C'est que on parle vraiment d'un film d'aventure, et la manière dont on vous découvre l'île pendant quelques images à ce moment-là, caché donc derrière ce nuage, il prend la photo pendant quelques secondes, donc en plus on est dans un monde où les photos sont encore un peu rares, on est sur un monde ancien. C'est vraiment la grammaire de film d'aventure, c'est-à-dire que dans, par exemple, un film comme Shutter Island, ça prend le langage du film d'aventure avec une île au loin dans la brume. On sait très bien qu'on va pas juste être sur un film ou dans une prison. On l'a tout de suite compris en un plan, même implicitement. Enfin, je veux dire, c'est là. Là, pareil, on sent très bien qu'on va partir sur une destination qui est inconnue, qu'on n'a jamais vue, qui va être incroyable. C'est un petit peu l'Atlantide aussi, je veux dire, le peuple disparu, Bacon, ouais. Voilà, le peuple disparu, qu'on va aller retrouver, ou en tout cas on va retrouver le lieu, voir s'il y a des vestiges, et donc le fameux trésor. Ce fameux trésor, en plus, c'est pareil, donc le film se passe dans un 19e siècle fantasmé, on pourrait y revenir, mais moi ça me fait vachement penser aux tombes pillées de cette époque-là. Les Européens allaient en Égypte et découvraient les tombeaux de Toutankhamon et autres. Ils pillaient les tombes et on est vraiment sur ce fantasme-là. On va découvrir une civilisation ancienne, disparue, avec des trésors cachés. Et plein de gens, effectivement, veulent piller... alors, c'est pas l'enjeu de Pazu, lui, son enjeu, c'est de donner raison à son père. Mais les pirates dont on parlait, eux, veulent aller piller... c'est ça. Le trésor, et pareil, le gouvernement qui est intéressé par cette île-là, sait qu'il y a un trésor pas loin. Faut préciser que chez Swift, l'île de Laputa, elle est pas très loin du Japon. Donc Miyazaki, ça l'a fait tilter, et ça a peut-être été son point de départ de se dire, une île magique pas loin du Japon, allons-y.
Mais on sent le plaisir à cartographier cette île, puisque là on la voit sur une photo, mais c'est comme une carte au fond. Est-ce que vous pouvez nous la décrire plus précisément, cette île? Oui, c'est-à-dire qu'elle est le mélange entre quelque chose de très naturel, donc elle est à la fois massive, mais vu qu'elle est lointaine, elle a l'air très légère et comme ça inaccessible. Et donc on a un arbre immense, on ne sait pas trop si c'est un seul arbre ou pas, d'ailleurs de loin, on pense qu'il y a plein d'arbres autour. Et tout autour, il y a une nature extrêmement foisonnante qu'on voit de loin. Il y a les nuages qui la cachent un petit peu. Il y a ce fameux dôme qui est décrit chez Swift d'ailleurs, qui est un aimant. Et effectivement, les pierres à l'intérieur fonctionnent un petit peu comme des aimants. C'est pas dit de la même manière, mais c'est un petit peu le même principe. Oui. Et donc c'est ça qui va lui permettre de se mouvoir et de se déplacer. Sauf que là où chez Swift on dit, ça lui permet d'aller plus haut, plus bas, à gauche, à droite et tout. On ne saura jamais exactement comment fonctionnent les déplacements de cette île. Est-ce qu'elle va plus haut, à gauche, à droite, ça on n'en sait rien. Elle va jamais très près de la Terre. Elle reste lointaine, donc elle a l'air encore plus inaccessible. Chez Swift, on a presque l'impression à un moment qu'on va pouvoir la toucher d'ailleurs, parce que vu qu'elle obscurcit le soleil, elle a l'air proche du coup, elle nous écrase. Chez Miyazaki, elle a l'air beaucoup plus lointaine, quand bien même on y va réellement pour le coup. On va vraiment dessus. Et alors de loin, elle a l'air pas si grande que ça, mais quand ils sont dessus, on se rend compte que c'est assez grand et qu'on s'y perd. Et notamment dans les souterrains, qui sont eux, pour le coup, complètement futuristes, il y a très peu de repères géographiques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment ils peuvent s'y retrouver, à droite, à gauche et tout. Donc elle est à la fois très cartographiée, parce qu'effectivement, quand ils sont dessus, on sait que les méchants sont dans ce coin-là, ils peuvent passer par telle corniche, etc. Mais quand même, quand on est à l'intérieur, là, on s'y perd. Et du coup, je trouve ça intéressant, parce que il nous donne les repères suffisants pour qu'on ne soit pas perdu en tant que spectateur, mais il nous garde cet esprit d'aventure où quand on est dans l'aventure, on est perdu, quoi. C'est normal et c'est volontaire. Et du coup, ça va créer le danger. Les enjeux dont on parle dès le début, des méchants comme des gentils, vont être en plus dans le climax à la fin éclairés et activés. Et on se demande comment est-ce qu'ils vont en sortir, comment est-ce qu'ils vont arriver à sortir de cette île-là ou la sauver. Pazu va être à deux doigts de tomber plusieurs fois. Il y a des personnages qui vont même tomber de l'île. Donc c'est une île un peu dangereuse à ce niveau-là. Ah bah oui. Enfin voilà, on pourrait aussi revenir à un moment, c'est que elle a un côté cataclysmique, mais même sur son côté, on va dire léger, vu qu'elle est dans les airs, faut pas tomber. On est très très haut dans le ciel. Est-ce qu'on sait qui la dirige ? Non. Est-ce qu'elle est dirigeable? Est-ce que ces mouvements, vous dites on ne peut pas vraiment les expliquer, mais... On ne le sait pas maintenant. Quand le personnage de Musca va essayer de prendre le contrôle de l'île, on devine que grâce à des formules magiques, il peut la contrôler. Mais on la verra jamais vraiment contrôler. C'est ce qui lui donne son côté d'autant plus sauvage et naturel. C'est que on sent qu'elle échappe à un moment, même aux personnages qui sont puissants. Donc Musca et Shiita, qui sont tous les deux en fait d'une famille royale. Même eux, on sent que malgré les formules magiques, malgré les pierres magiques, il y a une dimension qui échappe complètement au contrôle et c'est ce qui la rend fantastique, quoi. Fantastique ou ultra naturelle, justement, parce que c'est une île où la nature semble avoir repris le dessus. Une île où une sorte de sauvagerie tout à fait clémente avec quiconque vient lui rendre visite, on ira un peu plus tard. Et il y a cette rencontre entre la nature, justement, et la technique la plus avancée. C'est aussi ce qui fait le charme de cette île et ce qui interroge la question utopique ou non de l'île. Est-ce que c'est une métaphore pour signifier ce que pourrait être notre planète ou ce qu'elle va devenir, ou est-ce que c'est complètement inventé comme un hors-lieu où le dessin animé nous inviterait finalement à aller? Oui, c'est un peu les deux à la fois. Maintenant, vu qu'on nous parle quand même d'une civilisation disparue, il y a toujours une forme de fantasme dans les civilisations disparues. Et dans les utopies, on se dit que ces civilisations d'avant, même si elles ont disparu, elles avaient forcément un fonctionnement qui nous fait rêver. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, vu qu'on est encore une fois à la fin du 19e siècle, dans le film, il faut savoir que dans nos sociétés occidentales, la fin du 19e siècle, c'est l'ère des fantasmes utopiques, c'est le fourriérisme, c'est d'autres mouvements qui se passent en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Partout, il y a des micro-sociétés qui se fondent, alors parfois communistes, parfois anarchistes, parfois même un peu religieuses, où chacun trouve sa place et trouve son système économique. Alors, tout ont échoué à un moment, mais il y a cette espèce de fantasme à cette époque-là, dans cette société-là, de trouver des sociétés utopiques, des fonctionnements différents du capitalisme et de l'industrialisation en marche. Et donc, on a vraiment quitté dans le Château dans le ciel l'industrialisation des mines pour aller dans le ciel dans une société qui n'existe plus. Et pourquoi pas reconstruire quelque chose d'utopique? C'est un petit peu, au fond, le rêve qu'ont ces personnages-là. Et il y a la contre-utopie qui vient en même temps, c'est que Musca, lui qui est le méchant, veut fonder son utopie, mais qui est clairement une contre-utopie parce que c'est le règne de la terreur. Il a compris que cette île pouvait être une arme et qu'il pouvait détruire les hommes, et donc ça devient une arme de destruction massive. Donc vraiment, comme dans l'utopie et la contre-utopie cohabitent réellement. Et ça se voit d'ailleurs dans l'aspect de l'île, effectivement, puisque la nature, on va dire que
c'est l'utopie, elle est clémente, c'est vert, cette on verdure, a envie de se rouler dans l'herbe. On a envie d'être dedans, on a envie d'y passer plein de temps. D'ailleurs, il y a quelque chose d'un peu frustrant, c'est que ça dure assez peu de temps dans le film, ça doit durer 10 minutes. C'est fait exprès, hein, on aimerait y passer 1 heure ou 2, mais on n'y a pas droit. Et évidemment, se croise la contre-utopie, la mécanique, les destructions, etc. Ce qui ne veut pas dire que les machines sont toujours négatives chez Miyazaki. Un point encore, vous parliez des romans du 19e siècle. Dans beaucoup de romans du 19e siècle, les personnages sont des orphelins, ou liés à des orphelins, et c'est exactement le cas de nos 2 héros, Pazu et Shiita. Dans l'extrait qui suit, vous allez voir qu'ils se présentent l'un et l'autre comme orphelins, mais surtout on va en savoir un peu plus sur Shiita, parce que, avec ce que nous venons de dire, Alexandre Matisse, on ne sait toujours pas pourquoi elle a une pierre qui brille et qui l'empêche de tomber. 大昔から鉱山があったんで、穴だらけなんだ。はい。嬉しい。お腹ペコペコだったの。Je vais me régaler. Je commence à mourir de faim. En plus, il me reste 1 pomme et 2 bonbons. C'est pas croyable, on a l'impression qu'il est magique ton sac. Il y a plein de choses dedans. Tu viens de Gondoa? C'est au-delà des montagnes du Nord, c'est ça? Oui, c'est ça. Mes parents sont morts tous les 2 là-bas. Mais ils m'ont laissé la maison et les champs. J'arrivais à me débrouiller seule. Et tu as été enlevé par les hommes aux lunettes noires? Oui. Comme le type qu'on a vu tout à l'heure. Je me demande d'où ils viennent. Ils ont une véritable armée. Eux et la bande de Dora, tout ce qu'ils veulent, c'est ta pierre volante. C'est bizarre, c'est comme si tout le monde sauf moi savait que cette pierre avait un pouvoir magique. Tu sais, ce cristal est dans ma famille depuis la nuit des temps. Avant de mourir, ma mère me l'a donné. Elle m'a dit de le montrer à personne et de jamais m'en séparer. Mais alors, on est orphelins tous les 2? Oh, Pazu, je te demande pardon de t'avoir causé tous ces ennuis. Au contraire, quand tu es tombé du ciel, mon cœur s'est envolé. Comme si quelque chose de merveilleux venait de commencer. Quand tu es tombée du ciel, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle est littéralement tombée du ciel. Et ça, il faut le dire quand même, chez Miyazaki, souvent les rencontres amoureuses sont subites, immédiates, et la plupart du temps réciproques, je crois. Oh, je crois à chaque fois, j'ai pas tout en tête là, mais je pense qu'elles sont à peu près à chaque fois réciproques. Alors, cet extrait-là, petite parenthèse, c'est une vraie leçon de cinéma en général, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 1/2 heure de film, on a eu assez d'action, on est dans l'univers, effectivement, il y a encore des mystères sur qui est quoi. Il faut quand même toujours à un moment dans le cinéma, on va dire au moins le cinéma grand public, fixer les enjeux, qui est qui, comprendre ce qui se passe, et dans une scène pas du tout trop explicative, mine de rien, on comprend les enjeux qui manquaient, qui est le personnage qui était le plus mystérieux des 2, effectivement. C'est très léger. En même temps, on passe du temps sur leur quotidien, ils sont en train de manger. On vient d'avoir une scène juste avant avec un personnage qui s'appelle Oncle Pomme, qui est un petit vieux monsieur très attachant, mais qui nous permet aussi de mieux comprendre ce que sont ces pierres magiques. Qui permettent de flotter. Donc voilà, c'est une vraie leçon de cinéma parce que c'est pas très long, c'est très agréable et en même temps on comprend plein d'enjeux. Voilà, parenthèse. Et ça donne envie de croquer dans une pomme, comme vous l'avez entendu. Oui, bah oui, toujours. Enfin, Miyazaki donne toujours envie de manger, de toute façon. Voilà. Oui, et puis du coup, pour en revenir à ces 2 orphelins, donc Pazu, on a compris un petit peu plus tôt que son papa était mort de tristesse. On ne sait pas ce qu'est devenu sa mère, mais donc c'est un orphelin. Il est recueilli par les travailleurs de la mine. On sent qu'il a une espèce de famille de substitution dans lequel il a sa place. Mais bon, ça veut dire qu'il est enfant et qu'il travaille déjà, donc il est quand même déjà adulte dans sa tête. Il n'est plus dans un monde d'innocence. Et Shiita, pareil, elle n'a plus d'innocence. La seule innocence auquel elle a encore accès, ce sont de quelques flashbacks, quelques rêveries où elle sait de se souvenir de ce que lui racontait sa grand-mère. D'ailleurs, c'est un des enjeux parce qu'en se souvenant de ce que lui raconte sa grand-mère, elle va se souvenir de qui elle est vraiment. Mais par contre, ses parents meurent très tôt. Elle sait juste qu'elle est donc l'héritière d'une grande lignée, mais elle sait pas vraiment de quoi, et elle va comprendre petit à petit que son vrai nom veut dire véritable roi de Laputa. Donc elle va se découvrir en fait une lignée comme quoi c'est elle qui devrait être la reine de Laputa, ou en tout cas qu'elle fait partie de cette famille royale tout simplement. Donc en fait, ces enfants sont coupés de leurs origines, mais pour Shiita en fait c'est un vrai enjeu d'aller renouer avec ça. Et dans le cinéma d'animation notamment, puisqu'il s'adresse aux enfants, c'est un des enjeux d'aller prendre des personnages orphelins ou semi-orphelins. Il manque au moins un des 2 parents. C'est très très rare que à la fin du film, il y a encore les 2 parents. Et Chihiro.
Chihiro, mais après l'enjeu c'est de les retrouver. C'est-à-dire qu'elle pense les perdre à un moment, mais c'est vrai que c'est très rare. Dans Ponyo, il y a les 2 parents, mais en fait le père il est sur les bateaux pour le petit garçon. Dans Nausicaa, le père meurt, et puis on peut aller au-delà de Ghibli. Je veux dire, à peu près tous les Disney, il y a au moins un des parents qui meurt dans le film. Je veux dire, Bambi, le Roi Lion, on connaît tous les traumatismes. Pourquoi ? Parce que pour un enfant, sa zone de confort, c'est sa famille. Et donc, pour le pousser à aller à l'aventure, pour le pousser à avancer dans un univers d'aventure, un univers qui n'est plus le sien, et pour se pousser à se dépasser, il faut le déraciner. Donc parfois la méthode la plus radicale et la plus triste, c'est de le rendre orphelin ou de le montrer devenir orphelin, mais ça fait partie du rite initiatique d'un enfant. Je fais un parallèle avec un film du studio Pixar qui n'est pas très connu et qui est pas forcément le meilleur, qui s'appelle Le Voyage d'Arlo, et donc le petit dinosaure a son père à côté de lui, et il vit dans l'ombre de son père, et son père, pour le rassurer, lui dit « tu es moi en mieux », ce qui est, je trouve, une des plus belles phrases qu'on peut sortir à son enfant. Et c'est cette phrase-là qui va lui donner le courage de sortir de sa zone de confort, parce qu'évidemment, le père, on va plus trop le voir à un moment. Voilà, c'est ça l'enjeu, c'est comment devenir son parent, mais en mieux. Et Pazu va essayer de devenir son père en mieux. Il va retrouver l'île, comme son père, et il va prouver qu'elle existe. Donc il va rendre hommage à son père en devenant meilleur que lui, d'une certaine manière. Et ça, je trouve que c'est très touchant. On parlait de l'empathie pour les personnages. Évidemment qu'on a de l'empathie pour des orphelins. Enfin, c'est une évidence. Donc là, voilà, on a vraiment façonné des personnages qu'on va suivre et qui sont extrêmement touchants. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines choses que les dessins animés peuvent faire que les films ne peuvent pas faire ? Dans la représentation de la perte, oui, parce qu'il y a une distance qui peut se faire. Après, je pense que des gens seraient capables de nous trouver des contre-exemples de films live où on peut le montrer. Mais c'est vrai que en tout cas, en créant des mondes un peu utopiques ou des mondes de rêve ou des mondes magiques, ça permet de prendre une distance et de se réfugier dedans. C'est-à-dire que pour contrebalancer en fait l'horreur en fait quand même de perdre ses parents. Enfin, factuellement, c'est triste leur vie. On crée quand même de la magie et en se rencontrant, en plus, ils vont l'un et l'autre se motiver, aller de l'avant. Et par exemple, Chita, elle s'excuse de l'embarquer dans ses aventures et lui dit non mais je suis trop contente de t'avoir rencontré. Ce qui est plus important, c'est l'aventure. C'est pas finalement les péripéties parce que ça le sort de sa vie dans la mine, quoi. Alors qu'ils sont en danger. Est-ce que vous êtes prêt à voyager dans le ciel à bord d'un planeur en évitant un vaisseau sur lequel on pourrait se fracasser ? Moi j'ai peur de rien, on y va. Allez, accrochez-vous. そうより進路が北だった。パズー時間がない。よく聞きな。ゴリアテに振り切られたらおしまいだ。お前は目がいい。Déploie la tour d'observation. Comment je dois faire? Tu es dans la nacelle d'un cerf-volant. Il y a une manivelle devant toi. Je l'ai trouvé. Tourne la manivelle de l'arceau pour déployer les ailes. Ne les déploie pas à fond. Pour piloter, serre-toi de ton corps. Chita, tu es toujours avec Pazu? Oui. Ta place est en bas, viens ici. Pourquoi? Parce que t'es une petite fille, voilà pourquoi. Peut-être, mais vous êtes une femme, vous aussi. Je suis une fille de la montagne et j'ai une vue perçante. Chita, non, attends. Et Pazu est d'accord avec moi. Bon, je suis prêt à essayer. Larguez la nacelle. C'est parti. Voilà l'aube. C'est bizarre, je pensais que le soleil se lèverait de l'autre côté. Bon sang, mais ça veut dire qu'on n'est pas en train de voguer vers l'est. Passerelle! Quoi? Tu es sûr qu'on va vers le nord? La boussole continue à indiquer l'est. C'est certainement le vent qui a tourné et qui nous a fait perdre le cap. Pazu, regarde! Qu'est-ce qui se passe? C'est le Goliath? Non, un nuage. Mais il est gigantesque. Un nuage? Et on dirait qu'il vient vers nous. Ah! Un château dans le ciel. Un repère de dragon! Un repère de dragon? C'est pas croyable. Oh. Mon père me l'avait raconté. Il m'avait dit que le vent il soufflait à l'envers. Mon père m'a dit que la puta était à l'intérieur des repères de dragon. C'est ridicule. Si jamais on s'approche, on sera déchiqueté. Pazu, regarde là-bas. Le Goliath. Cette fois, on n'a plus le choix, il faut suivre le même chemin que mon père. Il a réussi à en sortir vivant. En avant, les garçons, puissance maximale.
Avec ce bon vieux synthétiseur qui nous fait croire qu'on est dans un film de Carpenter. Alors là aussi, le travail sur le son à Alexandre Matisse, on sait qu'ils sont sur un planeur parce que tout d'un coup, le son change complètement. Il y a une sorte de suspension du vent, comme si on était un apesanteur. Est-ce que vous voulez nous présenter les engins qu'on a entendus, parce qu'ils ont un nom dans ce film, les vaisseaux, le vaisseau pirate, le vaisseau du gouvernement, etc. Oui, en fait, faut pas imaginer des avions. Ce sont des espèces de monstres volants qui, dans la réalité, ne voleraient jamais. Enfin, vraiment, ils ont c'est invraisemblable. Bah oui, c'est plutôt invraisemblable. Ces vaisseaux-là, ils ont des hélices dans tous les sens. Alors le planeur sur lequel sont Pazu et Cheetah, effectivement, lui, je pense qu'il peut voler normalement. Mais tous les autres, ils sont extrêmement massifs. Ils sont presque difformes parfois. Dans le générique du début aussi, on voit pas mal d'engins volants. Et il y a un Goliath. Il y a le Goliath effectivement, mais il y en a un autre, je crois, qui a une quinzaine d'hélices, comme des hélicoptères, des petites hélices. Jamais ça s'envole, ça, vous voyez. Et en même temps, chez Miyazaki, il y a quasiment plus de gravité à ces moments-là. C'est-à-dire que le vent va jouer sur les directions, mais tout s'envole, tout a l'air léger malgré tout. Même ce Goliath, effectivement, qui porte bien son nom, qui est énorme, dans lequel vivent plein de pirates, où il y a des cuisines, des chambres, des turbines. Enfin, vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour que ça ne fonctionne pas en vrai, mais on a l'impression d'y être. Et ça fonctionne parce que chez Miyazaki, il y a cette espèce de rêve d'être dans les airs, dans tous ses films, enfin dans beaucoup de ses films en tout cas. Donc il y aura des films où c'est plus réaliste, comme Porco Rosso, comme Le vent se lève. Mais globalement, dans Nausicaa, il y a déjà des monstres volants, enfin des monstres volants pas au sens où ils font peur, mais ils sont un peu difformes, mais ils ont l'air un peu étranges. Dans la plupart de ces films, en fait, il y a ça. Et dans Le château dans le ciel, il y en a des tonnes et des tonnes, effectivement. Et donc il y a des combats aériens, ce sont des vaisseaux aériens. On est vraiment, voilà, ils transposent les batailles navales dans le ciel à ce moment-là. Et effectivement, là, ils vont devoir affronter une tempête terrible, comme on l'entend à la fin de l'extrait, pour arriver sur l'île volante. Mais voilà, donc après, évidemment, chez Miyazaki, l'origine de cette passion, elle est connue. C'est la famille, puisque son père et son grand-père travaillaient dans l'aéronautique. Il a, lui aussi, à un moment, voulu travailler dans l'aéronautique. Mais je pense que son plus grand plaisir, c'est de dessiner des avions. Donc les réalistes, comme les pas réalistes, il a un vrai plaisir à ça. Et ça se sent, il y a un foisonnement, on a envie d'y être, c'est ce que je vous disais plus tôt. Donc voilà, tout est léger dans ces avions, y compris le fait que, il parle d'une île qui flotte alors qu'elle ne devrait pas flotter. Il y a de la pierre qui flotte, enfin... C'est antinomique, quoi. Ça ne devrait pas flotter, une pierre. Le pendentif lui permet de l'éviter. Donc au-delà de l'engin, c'est le monde aérien qui l'intéresse, et dans sa mise en scène, du coup, il va travailler à créer des vertiges, des sensations et les tempêtes sont extrêmement bien filmées. Il y a un mouvement qui est extrêmement important. En plus, on parle d'un film des années 80 en termes d'animation au Japon. C'est quand même la pointe de ce qui se fait. Enfin, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux animé. Je crois qu'il y a que Akira qui, dans les années 80, va utiliser plus de celluloïd, plus de technologie pour rendre ça encore plus foisonnant. Mais sinon, les films de Miyazaki, et particulièrement celui-ci, sont extrêmement foisonnants techniquement. Dans la mise en scène, c'est très impressionnant. Très impressionnant. Et il défie les lois de la gravitation, mais il va même contre notre intuition, puisque finalement, le signe qu'il s'approche de l'île, c'est que la tempête se lève. C'est parce qu'en fait, les vents sont contraires. Vous l'avez expliqué tout à l'heure. Les vents soufflent dans le sens inverse quand on s'approche de l'île. Comme ça, on est comme rejeté par le vent lui-même. Donc, pour pouvoir accéder à l'île, donc au trésor, il faut aller contre une certaine intuition et il faut aller s'engouffrer dans la tempête. Il faut aller exactement dans la tempête et assez risqué péril. Et à partir de ce moment-là, les personnages vont courir un nombre de risques de tomber et vraiment d'affronter le vide d'une certaine manière, constant. Donc à la fois pour Pazu, mais aussi pour les personnages méchants qui eux aussi doivent aller dans la tempête et vont se retrouver sur l'île. Et il y a des personnages qui vont finir par tomber. Donc on a vraiment une sensation de vertige qui est très importante. Et je fais une parenthèse aussi. Au début de l'extrait, on a peut-être aussi un autre élément de chez Miyazaki qu'on n'a pas trop l'occasion d'aborder sur ce film-là. Sur les personnages féminins, c'est pas forcément le film le plus centré sur les personnages féminins. C'est vrai. Mais dans cet extrait, on entend « Redescends, tu es une fille ». Oui, mais vous aussi, vous êtes une fille... Vous êtes une femme. Et moi, je viens de la montagne. Et moi, je viens de la montagne, donc je le fais. Et elle accepte. Donc il y a quand même une forme d'émancipation féminine. Alors c'est pas aussi poussé que dans d'autres films, mais c'est encore présent. Puis c'est intéressant parce que c'est le personnage féminin qui dit à l'autre fille, tu ne le fais pas parce que t'es une fille. C'est pas un homme qui lui dit ça. Exactement. Ouais, c'est la femme qui la signe. Exactement. Après c'est le côté maternel qui parle à ce moment-là, mais effectivement, oui. Pazu, c'est un garçon, il peut, alors qu'ils ont le même âge, ils sont tout autant en danger. Mais toi tu descends. Non, je descendrai pas et on y va et ils vont l'affronter. Et ils arrivent l'un et l'autre, Pazu et Cheetah. Enfin, on est à 1h29 de film sur l'île de Laputa et il découvre un étrange robot qui fait ce bruit. Cheetah no temukai kana? Demo watashi hikouseki motte nai wa. Naifu de kiro.
prie, ne détruis pas le cerf-volant. On va en avoir besoin pour repartir. Ah, un nid de gobe-mouche. Il voulait le protéger. Il veut qu'on le suive. Tu comprends ce qu'il dit? Non, je devine. Cette ville devait être très belle et très moderne, mais je me demande ce qui a pu se passer. Dis-moi, tu es tout seul ici? Tu es tout seul? Il n'y a pas d'autres robots pour te tenir compagnie? Ce robot n'a vraiment pas l'air d'être à plaindre. Il a plein d'amis avec lui et des nids d'oiseaux à protéger des intrus. Alexandre Matisse, expliquez-nous ce qu'est le steampunk. C'est d'abord un genre littéraire qu'on connaît, nous, principalement par Jules Verne, mais dont beaucoup d'auteurs se sont emparés, donc qui naît effectivement quelque part entre la fin du 19e siècle notamment et le début du 20e siècle. C'est un genre qui a été beaucoup réactualisé au cours du 20e et 21e siècle, dont le Château dans le ciel fait partie. Ça a été un jalon important dans la culture populaire. Et donc, le principe, c'est de mélanger à la fois une société du 19e siècle marquée par l'industrialisation, Steam et donc le punk. Bah, le punk, c'est l'évolution de la société à vapeur, donc c'est-à-dire le train à vapeur, des choses comme ça, mais effectivement avec une sorte de passion pour aussi ce qui est ancien. Donc c'est à la fois très moderne et très ancien. C'est le croisement qu'on parlait tout à l'heure. Et le Château dans le ciel en est un exemple fameux. Je trouve que même dans la musique, c'est presque une musique steampunk, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'elle est très marquée années 80, mais comment Joe Hisaishi utilise cette musique, bah déjà là on entendait des sons très mécaniques du robot. Il met une musique très symphonique, qui est très belle. Et à d'autres moments dans le film, on l'a entendu un petit peu plus tôt, il utilisait des sons électro très années 80. Ben voilà, c'est ce mélange de l'acoustique, de quelque chose d'un peu traditionnel, d'un peu ancien, et de l'hyper moderne. Donc le steampunk années 80, c'est clairement les synthés, mais c'est un peu la même idée, sauf que à l'époque de Jules Verne, c'était effectivement les bateaux à vapeur, etc. Et il reprend cette imagerie-là. Le générique de début est en sépia, et on est sur une imagerie clairement steampunk. L'île en elle-même est steampunk, j'ai expliqué ce mélange de nature et de technologie moderne. Et les robots, alors je trouve que c'est encore plus intéressant. Alors décrivez-nous ce robot qu'on vient d'entendre. Ils sont pas si faciles que ça à décrire, parce que donc ils sont très grands, très longilignes, avec de très grands bras et de très grandes jambes, avec une petite tête, vraiment, alors j'allais dire vraiment de robot, c'est dur à décrire autrement. Et avec cet exploit, on en parlait de l'empathie. On a de l'empathie pour ces robots. Mais tout à fait. Il ressemble à l'emoji robot sur notre téléphone portable, quand même. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on a envie de lui faire un câlin, lui aussi. Oui, et puis ça va inspirer un film comme le Géant de fer, qui lui ressemble énormément. Il est inspiré lui-même de créatures qu'on retrouvait dans le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud. Donc voilà, il est très longiligne, gris comme un robot qu'on imagine. Donc en fait, ils en rencontrent un quand même plus tôt dans l'histoire, qui est censé être détruit. En tout cas, il est cassé. Et au moment où Shihita réveille les pouvoirs de la pierre et donc de qui elle est, le robot se réveille et se met à tout détruire. Donc, dans le steampunk, il y a quand même une approche de la destruction et quand même de certains dangers technologiques qu'on voit à ce moment-là. Mais pourquoi il se met à tout détruire? Pour la protéger. Il la protège, donc il a une sorte de rayon qui tue des soldats, etc. Il a l'air d'avoir une force énorme, il pourrait broyer n'importe qui, et il est extrêmement tendre avec elle, extrêmement protecteur. Il s'avère que ce robot finit par être détruit, et que quand il retrouve un nouveau robot exactement pareil sur l'île de Laputa quand ils arrivent, ils ont peur de lui, parce qu'ils se disent peut-être qu'il va nous attaquer. Et en fait, pourquoi il donnait l'impression d'attaquer et peut-être de détruire le petit vaisseau volant qu'ils avaient? Pour protéger un nid d'oiseaux. Donc en fait, la technologie est là pour protéger la nature. La technologie est au service de la nature. C'est-à-dire que ils ne sont pas tant le prolongement de la partie mécanique et technologique du dessous, ils sont le prolongement de la verdure et de la nature. C'est-à-dire que ce sont les gardiens de la nature. Donc c'est pour ça qu'ils sont émouvants, c'est qu'ils sont... C'est ça. Et ce faisant, Miyazaki s'inscrit dans un héritage philosophique qui montre bien que la technologie et la technique ne sont pas en elles-mêmes ni bonnes ni mauvaises, mais que tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Et du coup, donc là, on a le côté
protecteur et bénéfique de cette technologie. Et on sait que le méchant Muska, lui, va essayer d'utiliser ces technologies à des fins destructrices. Et quand d'autres robots sont activés sur l'île un petit peu plus tard, donc il y en a des dizaines et des dizaines, ce sont en fait des avions de destruction d'une certaine manière. On les voit un petit peu bourdonnant tout autour qui vont attaquer. Donc voilà, la technologie, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Effectivement, Cheetah veut protéger cette île et donc elle, son idée, c'est plutôt de permettre à l'île de se libérer des humains pour lui permettre de continuer d'exister sans eux. Alors il faut avancer, on arrive presque à la fin de l'émission, à la fin du film, mais est-ce qu'on peut quand même dire comment Cheetah découvre-t-elle qui elle est et surtout pourquoi elle a cette pierre en fait, parce que ça se passe assez tard dans le film. Oui, ça se passe assez tard. Elle le découvre notamment parce que Muska, le méchant, lui révèle des choses comme quoi ils sont de la même lignée et qu'ils sont censés gouverner cette île-là. Et elle le découvre par ses souvenirs, qui fait qu'elle se souvient qu'il y avait des formules magiques qu'elle devait dire et que ces formules lui permettent d'activer des choses ou non, de protection ou de destruction. Donc en fait, elle se rend compte que grâce à la pierre, mais aussi grâce à qui elle est elle-même. Et oui, et à sa mémoire. On en revient, ce film fait sans cesse des allers-retours entre le passé et le Exactement. futur. C'est-à-dire que c'est pas juste la technologie qui permet de faire des choses, mais c'est elle, ce qu'elle a dans le sang d'une certaine manière. Sa lignée lui donne des pouvoirs et en se souvenant des formules magiques, elle peut choisir de ce qui va se passer. Et en l'occurrence, est-ce qu'il faut tout détruire? Est-ce qu'il faut protéger? Est-ce qu'on peut activer des murs? Elle a plein de pouvoirs comme ça. Et elle s'en rend compte vraiment à la toute fin, au moment où en fait tout semble perdu parce que Muska a pris le contrôle de l'île et lui se souvient très bien de qui il est et de comment maîtriser puisqu'il arrive à lire le langage ancien disparu de la Laputa. Donc qui est Muska par rapport à Cheetah? Muska, c'est un lointain cousin de la même lignée. C'est-à-dire il lui dit, donc ça n'est ni son cousin direct ni son frère, mais il dit on est issu de la même lignée qui a disparu il y a plus de 700 ans. Donc c'est une lignée très ancienne. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'Atlantide. Il y a un peu ce fantasme des lignées disparues. Et pendant longtemps, certains estimaient qu'il y avait peut-être des descendants de l'Atlantide, voire même certains hurluberlus ont pu dire que moi je suis un descendant de l'Atlantide. Dans le dernier extrait que nous allons entendre, c'est un extrait de destruction, d'atomisation de ce qu'il y a en face de lui. Donc c'est Muska qui vient de révéler à Cheetah qu'il est le descendant de Laputa. Alors maintenant qu'il a le contrôle du château, de l'île, il va dire au général et à ses hommes de venir dans la salle le rejoindre, dans la salle d'observation, pour leur montrer l'incroyable pouvoir de l'île. Et il va utiliser le rayon laser de Laputa pour atomiser le sol terrestre. Alors évidemment, quand on emploie le mot de atomisation, on pense à bombe atomique, et quand on est un réalisateur japonais, forcément, la référence n'est jamais très loin, d'ailleurs, on l'entend. Sa, nani o tamerau no desu. Naka e o susumi kudasai, kakka. Ei, koi, kakka ni suzuke! Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Muska, mais où êtes-vous? Silence. Oh, c'est une plaisanterie! Allons, surveillez votre langage. Vous vous trouvez en présence du roi de Laputa. Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Pour célébrer solennellement la résurrection de mon royaume, je vais vous faire une petite démonstration de sa toute-puissance. Cheetah? Admirez à présent les foudres de Laputa. Cheetah! Dans les Saintes Écritures, c'était le feu sacré qui détruisit Sodome et Gomorre. Dans le Ramayana, c'était la flèche d'Indra. Et prochainement, le monde entier se prosternera à nouveau devant Laputa. C'est merveilleux, Muska! Vous êtes un grand homme, un véritable héros! Recevez toute mon admiration! J'en ai vraiment plus qu'assez de voir votre visage d'abruti. Vite, allez-vous-en! Vous allez mourir! On est là dans le prototype du méchant, jusqu'au rire qui ne laisse aucun doute. Alors un mot quand même, vous avez entendu qu'à un moment on essaie de lui tirer dessus et puis les balles ne font rien. C'est parce qu'en fait il apparaît sous forme d'hologramme quasiment. Oui, c'est une sorte d'hologramme grâce au pouvoir de l'île qu'il a déclenché. Il peut apparaître sous forme d'hologramme. Et évidemment le colonel qui est bête
ne comprend pas que c'est un hologramme, et donc il essaie de lui tirer dessus en vain. Et du coup, je reviens sur ce que vous disiez avant l'extrait, sur le thème japonais. Ouais. Il y a 2 pays au monde qui sont fascinés, passionnés par la fin du monde. Les États-Unis, qui le montrent souvent via les météorites, des choses comme ça, et le Japon. Et pourquoi ils le montrent eux? Parce que justement, ils ont eu 2 bombes atomiques qui leur sont tombées dessus à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur Hiroshima et Nagasaki donc. Donc ça veut dire que c'est quand même le pays qui a envoyé les bombes atomiques et le pays qui les a reçues qui sont les plus marqués par ça. Ça n'est pas un hasard. Et effectivement, si là, techniquement, ce n'est pas une bombe atomique qui est tirée avec le rayon que peut projeter la Puta, quand le laser explose au sol, donc c'est en pleine mer, c'est presque un champignon atomique, ça y ressemble beaucoup, ou en tout cas ça en a l'ampleur terrifiante. Je veux dire, c'est pas le seul film de Ghibli qui parle de ça. Dans Le Tombeau des Lucioles d'Isao Takahata, il y a jamais la bombe atomique, mais pourtant, vu que c'est rempli de bombardements tout le temps, on pense tout le temps au fait que le pire est encore à venir et que la bombe atomique va tomber sur le Japon. Là, ici, dans le château dans le ciel, donc on est à nouveau dans cette fameuse contre-utopie dont je parlais, c'est-à-dire que le méchant veut utiliser la Puta comme une arme de destruction massive au sens propre. Et donc, la destruction du monde va passer par ça. Et le Japon, les Japonais ont beaucoup montré ça dans des mangas, dans des films, dans des dessins animés. C'est évidemment Godzilla, je veux dire, c'est pas une bombe atomique, mais c'est une créature issue du nucléaire. Donc il y a cette terreur. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans ce film-là, pour une des seules fois de la filmo de Miyazaki, il y a un vrai méchant. Il montre un vrai méchant, donc Muska qu'on entend ici, parce que c'est l'incarnation même de l'apocalypse. Et d'ailleurs, il fait même des références à la Bible, on l'a entendu, oui. Et à Sodome et Gomorrhe. Et au Ramayana, voilà. Donc, il avait besoin de ce personnage foncièrement méchant pour montrer l'inverse du merveilleux que montre cette île, c'est-à-dire la destruction complète. Alors qu'après, dans cet autre film, il n'y a plus vraiment de méchants, et on sera sur quelque chose de l'ordre de l'entre-deux. Encore un mot sur cet extrait ou pas? Non. Je pense qu'on l'a bien résumé. Et je vous propose qu'on ne dise pas ce qui se passe ensuite. Après l'explosion atomique, il reste quand même une petite surprise pour ceux qui n'auraient pas vu le film, qui auraient envie de s'y plonger. On peut garder au moins cette fin. Et puis c'est un film assez ample, donc c'est bien de le voir parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est un des films les plus denses de Miyazaki. C'est-à-dire que c'est pas un film qu'on regarde fatigué à 22h en fin de journée. On se dit c'est un dessin animé. Ça, c'est plutôt Kiki. Kiki, Totoro, sans problème. Ponyo, pareil. Mais voilà, Mononoke ou Le Château dans le ciel, faut être un petit peu concentré parce que c'est un film très dense avec beaucoup de thématiques, avec beaucoup de parallèles à différentes sociétés, comme on l'a dit. Donc voilà, c'est un film dense. Même moi, j'ai eu besoin de le voir une deuxième, une troisième fois pour vraiment me l'accaparer. C'est-à-dire que la première fois que je l'avais vu, c'était un de mes films préférés en me disant « Ouah, c'est génial ». Après, j'étais un peu perdu, je l'aimais moins. Et puis finalement, quand je me le suis approprié, c'est redevenu dans mon panthéon des Miyazaki parce que justement, je trouve que sa richesse, elle est vraiment très, très belle, sans jamais oublier l'humain, évidemment. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin, Alexandre Matisse. Merci à vous. Votre livre s'appelle Un monde parfait selon Ghibli aux éditions Playlist Society. Et puis, comme tous les jours, les recettes des films du studio Ghibli sont disponibles aux éditions Inis, qui d'ailleurs propose un beau coffret hommage au studio Ghibli, dirigé par Stéphanie Chaptal. Et donc, on a là une des recettes qu'on trouve dans Le Château dans le ciel. Alors, on l'a entendu, il mange des pommes, des bonbons, des œufs sur le plat. Il y a beaucoup d'œufs sur le plat. Et il y a aussi un ragoût préparé dans le bateau, donc je vous le conseille, allez voir dans ce livre la préparation du ragoût. En termes de difficulté, c'est 3 noiraudes, c'est l'unité de mesure de la difficulté, c'est pas les étoiles. C'est une très bonne unité de mesure, les noiraudes qu'on voit dans 2 films de Miyazaki, donc c'est vraiment une des mascottes. Totoro et Chihiro. Merci beaucoup, à bientôt. À vous. sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver comme tous les jours Frédéric Worms pour sa chronique Philo du jour, le pourquoi du comment.
comment peut-on parler de tendre guerre ? Il y a une métaphore qui traverse beaucoup de la poésie lyrique et qui semble pourtant un peu superficielle. C'est la métaphore de l'amour guerrier, d'une guerre qui traverserait jusqu'à nos passions les plus aimantes, les plus positives, qui nous font rapprocher les uns des autres, comme la tendresse justement dans cette expression de la tendre guerre. Et cette métaphore semble assez éculée, assez pauvre finalement, comme dans la chanson de Jacques Brel, Les vieux amants, où ces amants qui sont en train de vieillir ensemble dans leur bonheur, finalement sont en train de regretter leur conflit. Au début de la chanson, Jacques Brel évoque le pire piège pour des amants qui serait de vivre en paix. N'est-ce pas le pire piège que de vivre en paix pour des amants? Et c'est là qu'il évoque cette étrange expression de la tendre guerre. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Alors, pourquoi cette nostalgie pour cette guerre alors que ces amants ont l'air si heureux de vieillir ensemble? Pourquoi cette nostalgie pour des conflits nourris par le hasard et par les rivalités, peut-être aussi par les jalousies? Pourquoi a-t-on besoin de la guerre jusque dans l'amour? N'est-ce pas là une sorte de besoin artificiel ou de nostalgie vaine au fond, et une métaphore un peu superficielle? En réalité, l'enjeu de cette métaphore est exactement l'inverse de ce que l'on pourrait croire, et c'est ce qui donne cette profondeur jusqu'à cette chanson de Jacques Brel et cette évocation de la tendre guerre. L'évocation de la tendre guerre, ce n'est pas un amour qui serait traversé pauvrement par des conflits de toutes sortes, par la guerre, c'est le contraire. C'est l'idée que la guerre ne peut être conjurée que par l'amour, que par la tendresse. La guerre pousse des racines profondes dans le cœur humain que les solutions rationnelles, les solutions politiques, les traités de paix ne suffiront jamais à abolir, et que le véritable contraire de la guerre, ce n'est pas seulement la paix, c'est l'amour. Mais l'amour, peut-être pas en un sens transcendant, non pas un amour qui ne connaîtrait pas la guerre, justement, mais un amour humain, un amour traversé de rivalité, un amour traversé de rivalité surmontée, un amour entre des égaux qui se font des conflits, un amour entre des libertés, un amour entre des désirs qui peuvent être soumis à des forces contraires, à des pulsions négatives entre eux, dans chacun d'eux et dans la société où ils vivent. Un amour donc qui est la véritable conjuration de la guerre, parce que la tendresse, c'est l'émerveillement devant l'autre, mais aussi devant sa fragilité physique, et on doit le protéger contre la peur ou la faim ou le froid, mais aussi sa fragilité morale, la question de la guerre comme risque contre laquelle seul notre émerveillement tendre, un amour tout humain, un soin constant peuvent nous protéger. Une guerre qui a besoin d'un amour très concret parce qu'il est une menace vitale, une guerre que seule la tendresse peut éviter. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie et à télécharger, à podcaster via l'application Radio France. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie d'Anaïs Isbert, Lila Bozès, Carla Michel, Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie. C'est Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions sur Miyazaki. À la prise de son aujourd'hui, c'était Guillaume Leplège. Je vous donne rendez-vous demain pour un cours particulier comme tous les vendredis. Demain, cours particulier de mathématiques en compagnie du mathématicien David Bessis. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission et cette série d'émissions autour des films de Miyazaki en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie, ou en téléchargeant, podcastant l'émission grâce à l'application Radio France notamment, mais aussi sur d'autres plateformes. Ça vous permet d'écouter les émissions où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et où on adore lire vos commentaires et remarques. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.